Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Audience au palais Sékou Touréa, le président de la République a échangé avec la Fédération internationale de Maracana. Au menu de la rencontre, le compte-rendu de la 8e édition du Maracana qui s'est tenu à Conakry. Éducation, introduction de la langue anglaise dans les écoles élémentaires. Après les régions de Bokeh et Kindia, leur retour renforcement des capacités des enseignants demande. Une équipe de notre rédaction en immersion dans un quartier de Matam. Ils effectuent une patrouille avec la police de proximité. Mais quel est le rôle de cette police? La réponse dans cette édition avec Alpha Issiakaba. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Conakry vient d'abriter la 8e édition de la CAN de Maracana. 4 pays dont la Guinée sont qualifiés pour la Coupe du Monde. À cette occasion, le président de la République a reçu en audience le bureau exécutif de la Fédération internationale de Maracana. Proche Alpha Condé voulait s'enquérir de l'effectivité de cet événement qui s'est déroulé sous les auspices du ministère des Sports. Ibrahima Keita. La Guinée vient d'abriter la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maracan 2019. À la faveur de cette rencontre à Conakry qui a pris fin hier dimanche, le bureau exécutif de la Fédération internationale de Maracana Association a été reçu ce lundi en audience par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Avec le chef de l'État, les entretiens ont porté sur la promotion de cette discipline qui, en plus de son nom d'origine brésilienne, est un sport 100% africain et qui tente de se professionnaliser sur le continent. Conduit par son président, le bureau exécutif de la Fédération internationale de Maracana Association a inscrit le président de la République, professeur Alpha Condé, comme membre du Conseil d'honneur. Nous sommes heureux d'avoir été reçus ce matin par son Excellence le professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République de Guinée, qui a bien voulu, en le faisant, nous accorder cette audience pour échanger et lui exposer les attentes de la Fédération internationale de Maracana Association, qui vient justement en relation très étroite avec donc le ministère des Sports guinéen, d'organiser, dis-je, la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, dite Maracan 2019. Il était bon que pour tous ces efforts fournis par l'État guinéen, avant donc de prendre le congé de la nation guinéenne, que nous puissions, mes collaborateurs et moi-même, venir lui exprimer notre gratitude, notre reconnaissance, premièrement. Deuxièmement, c'est un des rares chefs d'État, donc les premiers, à nous recevoir dans le cadre donc de la promotion de la discipline que nous avons inventée en Afrique et qui est en train de s'exporter allègrement vers d'autres continents, que nous lui disions qu'à partir de maintenant, mon comité exécutif et moi-même faisons de lui membre du Conseil d'honneur. Le Conseil d'honneur qui est un conseil d'appui pour toutes nos initiatives de promotion, tant en Guinée que partout dans le monde entier. C'est avec beaucoup de satisfaction qu'il a marqué son accord pour être désormais membre de cette fédération avec nous, au niveau du Conseil d'honneur, aux côtés de ses pairs africains, notamment le président Alassane, qui a bien voulu, le 20 juin dernier, nous permettre de signer en relation conjointe avec le ministre des Affaires étrangères ivoirien l'accord d'établissement de notre fêtière mondiale, la FIMA, Fédération internationale de Maracana Association. C'est toutes ces préoccupations que nous sommes venus lui exprimer, parce que nous savons que nous avons besoin de leur engagement pour porter plus loin cette initiative hors Afrique. Après une organisation parfaite à Conakry de la Coupe d'Afrique des Nations et cette audience, les membres du bureau exécutif de la Fédération internationale de Maracana Association quittent Conakry avec le sentiment d'une mission bien accomplie. Autre audience au palais Sékou Touréa, Nassir Ahmad, gouverneur de l'État de Kaduna au Nigeria, a été reçu par professeur Alpha Condé. Les entretiens ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre la Guinée et le Nigeria dans les domaines de l'agriculture et des mines. Compte rendu Sanassi Keita. Le président de la République reçoit le gouverneur de l'État de Kaduna en compagnie d'une importante délégation. Un État situé au centre de la République fédérale du Nigeria.
Les entretiens entre professeur Alpha Condé et Nassir Ahmad ont gravité autour du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Nigeria, surtout l'État de Kaduna. Plusieurs domaines ont été évoqués au cours de ces discussions qui ont duré plus d'une heure, notamment l'agriculture et les mines. Le président de la République a mis l'occasion à profit pour remercier cet homme politique nigérian pour sa volonté affichée dans le cadre du soutien aux différents projets de développement en Guinée. Professeur Alpha Condé a dans la même dynamique appelé Nassir Ahmad à davantage renouveler son soutien sans faille au président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, dans le but surtout de maintenir la paix dans ce grand pays de l'Afrique de l'Ouest. Les échanges de cadeaux d'ouvrages écrits par ces deux personnalités ont eu lieu. L'ancien ministre nigérien du territoire de la capitale fédérale Abuja s'est dit très réconforté de cet entretien avec le président de la République. I am very pleased to visit my elder brother, Mr. President of the Republic of Guinea. Je suis très heureux de rendre visite à mon grand frère, le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé. And we've had very good discussions where I learned a lot about investments, particularly in the mining sector. Nous avons eu des discussions très progressives où nous avons discuté de l'opportunité d'investir dans le secteur minier en Guinée. And we've invited Mr. President to attend our investment summit in April 2020 to share the experiences of Guinea in negotiating with mining companies. J'invite Monsieur le Président à venir en 2020 en avril pour partager son expérience dans la construction du secteur minier en Guinée. President Alpha Condé is a leading Pan-Africanist who has made great contributions to peace, progress and development in the ECOWAS region and Africa in general. Le président Alpha Condé est un panafricaniste qui a contribué beaucoup à la paix en Afrique de l'Ouest, mais dans l'Afrique entièrement. And we are very proud of him, and those of us that are junior politicians that are just learning must come here and learn from him. Nous sommes tous très fiers de lui et nous apprenons beaucoup de lui. So we are very grateful to be invited to visit President Condé, and we are very grateful to the people of Guinea for affording us the opportunity to be here. Et nous saluons l'opportunité d'être en Guinée et nous saluons le président pour son invitation. We hope and pray that President Condé will continue to render his services of uniting Africa and bringing progress, peace and development in the continent. Et nous prions le bon Dieu de continuer à donner la force au président Alpha Condé pour qu'il puisse continuer à donner ses services au continent africain. This is something that he has dedicated the last 50 years of his life doing, and we hope he'll continue to do so for the rest of his life. C'est quelque chose qu'il a commencé à faire. Il a fait 50 ans de sa vie en faisant ça, et nous prions le bon Dieu de donner la force et l'opportunité de continuer à épanouir sa force en Afrique. Thank you very much. Nassir Ahmad se réjouit ainsi de ces fructueuses discussions qui ont eu lieu entre lui et le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il garde ainsi l'espoir de voir les relations d'amitié et de coopération mutuelle entre la Guinée et la République fédérale du Nigeria, surtout l'État de Kaduna, se renforcer. L'actualité, c'est aussi les consultations nationales qui se tiennent du côté du Palais de la Colombe. Le Premier ministre, fort attentif, a reçu successivement les réseaux des citoyens engagés pour la paix et la démocratie et un concitoyen vivant au Canada. L'accent a été mis sur les élections législatives prochaines et la révision de la Constitution. Adi Camara nous signe ce reportage. Dans le cadre de ces consultations nationales, le Premier ministre, entouré des membres du gouvernement, donne la parole aux citoyens, ne négocie pas et n'impose aucun choix aux acteurs. Ici, il est avec le réseau des citoyens engagés pour la paix, la démocratie et le développement. Il regroupe 180 associations de jeunesse. La pétition, c'est dans le souci d'améliorer la Constitution du 7 mai 2010 parce qu'on a fait une étude sur les insuffisances. On a vu une couche très importante de la population guinéenne mise à l'écart. Les jeunes n'ont pas aujourd'hui la possibilité de prendre part aux enjeux nationaux, surtout quand il est question d'une élection nationale. Vous êtes jeune, vous n'êtes pas dans un parti politique, vous n'avez pas la chance d'être
candidat aux élections nationales. Cela, nous l'avons pris comme étant une préoccupation de l'ensemble de la jeunesse guinéenne. C'est pourquoi le réseau a initié la pétition et aujourd'hui les gens sont sur le terrain. Et les résultats que nous avons obtenus à l'heure actuelle, on a eu 3 435 245 signatures dans l'ensemble des 8 régions administratives de notre pays. Et le réseau ne compte pas baisser les bras. On compte aller au rythme de nos moyens pour toucher tous les Guinéens, toutes les Guinéennes. C'est la mission du réseau. C'est dans le même respect des principes sacro-saints de la République et des valeurs cardinales de la démocratie que Dr Ibrahima Kassourou Fofana s'entretient avec un de nos compatriotes vivants au Canada. Il est là pour donner son avis sur les questions qui nous interpellent tous. Je dois vous dire que moi, j'ai souhaité participer à ces consultations parce que d'abord, c'est un acte citoyen. C'est totalement du devoir de n'importe quel citoyen aujourd'hui en Guinée de participer à ces consultations parce qu'il vaut mieux recadrer ce débat autour des institutions qui sont habilitées à le faire que de le faire dans la rue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dois vous dire que pour ma part, ma contribution que j'ai remise aujourd'hui au Premier ministre, c'est une pétition qui a été signée depuis 2010 par 1550 citoyens guinéens qui sont y compris en Guinée et d'autres sont à l'extérieur du pays. Donc c'est une contribution non circonstancielle. Ce n'est pas une contribution politicienne. Elle est totalement désintéressée. Ce n'est pas une contribution liée à un parti politique. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes sur ce chemin. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République a lancé l'initiative de prendre l'avis des citoyens. Donc nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas nous exclure de cette consultation. Donc je suis venu soumettre officiellement cette contribution au nom de l'ensemble des 1500 signataires à Monsieur le Premier ministre. Naturellement, le rôle revient au Premier ministre de faire la synthèse pour soumettre au Président de la République. Nous allons suivre naturellement la suite des étapes. Donc je suis extrêmement satisfait et dans ce pays, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Tantôt on entend qu'il ne faut pas aller aux élections parce que ceci ou cela. Tantôt on entend dire que les élections ne sont pas organisées, il faut qu'elles soient organisées. Le président de la République, c'est son rôle à un moment de dire je prends une décision, il faut que ça se fasse. Tout le monde doit aujourd'hui suivre le calendrier qui a été annoncé par la CENI, qui est une instance indépendante, grâce justement au soutien politique du président de la République. On ne va pas avoir le soutien politique aujourd'hui du président de la République sur la nécessité d'organiser ces élections législatives et puis prendre le luxe de se dire bon, on n'a pas besoin de soutien, on préfère attendre. Donc il faut absolument le faire avant la fin de cette année, si c'est possible, si c'est tenable pour la CENI, comme le déclare le président de la CENI. Et puis, écoutez, nous vivons avec une Assemblée nationale qui est périmée. Il faut le dire comme ça. Donc on ne peut pas continuer à avoir cette Assemblée nationale, ça y va de la crédibilité de la Guinée. Même les investisseurs ne peuvent pas venir travailler avec un Parlement qui n'est pas légitime. Donc je pense que oui, si le président de la CENI pense que c'est faisable, si nous avons le soutien politique du président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, il faut aller aux élections. J'espère que les partis d'opposition comme ceux de la mouvance pourront s'organiser d'ici cette période pour pouvoir sensibiliser la population au recensement et puis au vote. C'est un signal fort qui est donné ici à la primature, privilégiant ainsi l'expression plurielle des différents acteurs sociopolitiques de la Guinée, car la concertation est une dynamique qui garantit la paix et la paix permet de maintenir durablement la croissance économique dans le pays. Et puis ce communiqué du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, l'application des dispositions de l'arrêté numéro 50 en date du 5 septembre 2016 portant réglementation de l'exploitation forestière en son article 59 relatif au repos biologique observé du 1er juillet au 30 septembre 2019 est terminé. À partir du 1er octobre 2019, la coupe et le transport du bois pour la consommation locale sont autorisés sur toute l'étendue du territoire national.
Il reste entendu que la délivrance des permis de coupe et des bordereaux de route se feront conformément aux dispositions du Code forestier. Le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts invite donc chacun en ce qui le concerne au respect et à l'application stricte des dispositions du présent communiqué. Plusieurs représentants des pays africains sont à Conakry. Ils échangent autour des accords portant sur la réforme du règlement des différends entre investisseurs et États. La démarche a pour mission de protéger les investissements dans les États. Algas Mouba nous fait le point. L'internationalisation des investissements et les mouvements des capitaux font partie des caractéristiques fondamentales de l'actuel système économique mondial. À l'intérieur du dit système, le dispositif de règlement des différends entre investisseurs et États a plusieurs avantages. Les travaux de cette journée panafricaine visent à assainir le climat des affaires pour redynamiser le partenariat public-privé. Les textes qui régissent le RDIE sont là depuis très longtemps, ils ont besoin d'être modernisés. Et c'est important pour l'Afrique parce qu'il faut que notre voix porte pour que nos préoccupations soient prises en compte. Donc aujourd'hui, l'intercession du groupe 3, du groupe de travail numéro 3 est faite pour cela, pour qu'on puisse préparer une position commune du continent pour que lors des prochaines sessions de travail, on puisse peser sur le débat. Cette rencontre est un espace d'échange d'expériences des experts de l'investissement venus de plusieurs pays africains. Aujourd'hui, les acteurs sont au même niveau d'information pour une gestion harmonisée et durable du projet de réforme du règlement des différends entre investisseurs et États. Ce qui est en jeu ici, c'est de pouvoir faire en sorte que l'investisseur soit en mesure de venir dans le pays et ait la confiance qu'il faut pour placer les capitaux nécessaires au développement. Alors, quand le Gabon vient, c'est justement parce que nous avons déjà cette convergence de vues avec la Guinée concernant la perception qu'on a de l'investissement et la nécessité d'investir dans nos pays. Parce que sans investissement, nous ne pourrons pas avoir des infrastructures. Le règlement des différends entre investisseurs et États est conçu pour faciliter la réparation des éventuels abus que pourraient connaître certains investisseurs. Cette réforme a pour mission de protéger les investissements dans les États africains. L'actualité, c'est aussi la révision constitutionnelle en Guinée. À Tougué, le projet alimente des conversations dans la convivialité et approfondie sur la façon dont chacun développe ses idées. Notre reporter Mamadou Salouba a sillonné des cafés où il a recueilli des avis mitigés. Suivez. Au principal centre de négoce de Tougué, le commerce est au ralenti. Le marché se tient une fois la semaine. À l'autre coin du centre, le café Marewa. Ici, on discute de tout, notamment le principe du changement constitutionnel. Ma décision est claire et nette. Je suis partant pour la nouvelle constitution. Ce n'est pas le moment de changer de constitution. C'est le moment de chercher à développer le pays. Ici, la gestion du quotidien est la principale préoccupation, tout comme dans cet atelier de couture. Là, on croise les doigts pour la paix et la cohésion sociale. Moi, le débat politique ne m'intéresse pas. Moi, je suis entre mon atelier et mon domicile. Moi, je prie pour la paix dans le pays. Plus loin, à la place publique de la ville, la vie de la nation est en débat. Les populations locales et le collectif des enseignants échangent sur le changement constitutionnel. Les citoyens de diverses obédiences politiques et les promoteurs de l'actuelle loi fondamentale ont pris part au débat. La souveraineté nationale revient au peuple. Et ce peuple-là, il s'exprime par ses députés ou par un référendum. Et je ne crois pas que ça, là, c'est quelque chose de caché, ce n'est pas un tabou. Donc moi, personnellement, je souhaiterais qu'il y ait une nouvelle constitution qui va prendre en compte certaines choses qui ont été oubliées. Du moment que la société évolue, les choses changent. En fonction des changements, c'est normal que la constitution, elle aussi, qu'elle change. Moi, je ne suis pas d'accord
Je préfère que ça soit fait après l'élection présidentielle. Même si les avis sont contradictoires, tous échangent sans passion sur la loi fondamentale. Le message qui est là, c'est de faire un changement constitutionnel dans la paix, dans la quiétude, à tous les niveaux, et que ça ne se doit pas se limiter seulement à Conakry, mais on doit prendre tout le pays en considération. De Togué, le débat s'est poursuivi à l'Elouma. La population locale et le collectif des enseignants pour la participation au débat national ont abordé l'enjeu du changement constitutionnel. Un face-à-face enrichissant pour la population locale. À la même page politique, une nouvelle plateforme se fera un chemin dans l'arène politique nationale, dénommée CAR, Cercle des acteurs pour la République. Cette plateforme a une autre vision. Elle cesse toute activité avec l'opposition républicaine. Mohamed Seyassouma pour en savoir davantage. À travers cette déclaration, certains partis politiques signent leur retrait de l'opposition républicaine. L'annonce donne lieu à la création d'une nouvelle plateforme dénommée Cercle des acteurs pour la République. Une voix jugée discordante aux yeux de l'opinion publique. La coordination de la nouvelle plateforme, quant à elle, pointe du doigt le dysfonctionnement au sein de l'opposition républicaine. Il se passe qu'on reste dans une structure qui fonctionne. Et lorsque nous avons des aspirations politiques, nous avons des besoins d'aller aux élections avec des concertations que vous avez vous-même constatées, nous avons demandé des réunions au sein de l'opposition républicaine. Nous avons demandé une fois, deux fois, il n'y a pas eu de réponse. Dans l'opposition républicaine, on est en train de perdre, c'est-à-dire notre qualité d'appartenir à une structure politique. Raison pour laquelle, pour ne pas, c'est-à-dire que chaque leader évolue d'une façon isolée, nous avons décidé de réunir nos efforts pour être dans un cercle et puis continuer par nous battre dans la vie socio-politique. Le Cercle des acteurs pour la République se dit favorable à toute concertation allant dans le sens de la paix et du développement national. Le CAR se fixe pour objectif de regrouper au sein d'un cadre permanent de concertation les partis politiques de l'opposition soucieux de promouvoir le développement socio-économique du pays et de garantir la paix et la stabilité politique, économique et sociale en République de Guinée pour les générations actuelles et futures. Dénoncer toutes les formes de violation de la Constitution, les lois de la République et œuvrer à la création de meilleures conditions pour des compétitions électorales saines. La mise en place du Cercle des acteurs pour la République se tient en marge des élections législatives. Un scrutin au cours duquel les partis membres de cette nouvelle plateforme souhaitent jauger leur poids dans l'arène politique. La mission de sensibilisation mixte Assemblée nationale, groupe de contact, poursuit son séjour de travail à l'intérieur du pays. C'est dans le cadre de la préservation de la paix. Dans les préfectures de Sigiri et Mandiana, les séances de travail avec les populations à la base ont permis d'évoquer plusieurs questions d'intérêt national, surtout celles relatives à la paix, avant, pendant et après les échanges électoraux. Robert Sidetono, reportage. À Sigirim, tout comme à Mandiana, l'essentiel du message de la mission conjointe Assemblée nationale, groupe de contact national et le Haut Commissariat aux droits de l'homme a porté sur la cohabitation pacifique et la sécurisation de nos frontières. Ici, au cours des échanges, la mission a mis l'accent sur l'approche participative. Jeunes, femmes, religieux et notabilités sont mis à contribution pendant ces séances de travail. Mais ce qui est essentiel qu'il faut retenir, c'est le fait qu'ils ont accepté de se livrer, de dire ce qu'ils pensent et de faire des propositions de solutions pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Et nous avons vraiment apprécié cela. Je crois qu'en démultipliant ce genre de rencontres au niveau des populations, nous pouvons arriver à une bonne compréhension non seulement de la politique, mais aussi de la façon dont les gens doivent gérer les problèmes dans leur localité.
Outre ces échanges sur les stratégies et bonnes pratiques de maintien de la paix et de la quiétude sociale, la mission a aussi mis l'accent sur plusieurs questions liées à l'intérêt national. Une démarche prémédicaire hautement appréciée par la jeunesse et l'autorité préfectorale. Une journée très spéciale pour moi aujourd'hui de parler la paix pour l'avancement de ma préfecture en particulier et de la Guinée en général. Donc les politiciens doivent savoir que la politique, ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question de communauté, c'est une question de projet de société. Donc le résumé que je vais donner, que chaque homme politique se joue maintenant de son projet de société pour convaincre la nation guinéenne et non de se jouir de son projet de communautarisme, d'ethnocratie, afin que les Guinéens se divisent toujours. Partout, les prières et bénédictions ont été formulées pour la paix et le renforcement de l'unité nationale. Éducation, des professeurs d'anglais développent leurs compétences en leadership et méthodologie d'enseignement de la langue anglaise. Après Conakry, Bokeh et Kindia, les professeurs d'anglais de Mamou renforcent leurs capacités afin de répondre au mieux aux exigences sur le plan pédagogique. Une initiative présidentielle qui vise à introduire la langue anglaise dans les écoles élémentaires. Mama Issata Kamara. L'action. Encore. Ils apprennent la prononciation des sons en langue anglaise. C'est l'un des aspects clés de la méthodologie d'enseignement de la langue adoptée par Jollyphonics. Jollyphonics, une structure retenue pour accompagner l'État dans cette politique, est reconnue pour son engagement dans l'enseignement de la langue anglaise. Depuis quelques jours, la présence de ces formateurs est effective dans les régions. Cette année, l'introduction de la langue anglaise sera expérimentée seulement dans 48 écoles élémentaires du pays. Dans chaque région administrative, 6 écoles sont concernées par cette phase pilote. La formation n'est pas seulement orientée aux enseignants qui ont déjà un niveau en anglais. Non, parce que nous avons fait l'expérimentation d'abord en Côte d'Ivoire. Les enseignants que nous avons formés n'avaient aucune notion en anglais. Et c'est eux que nous avons formés. Mais le résultat que nous avons, c'est qu'à travers la formation qu'ils ont dupliquée vers les enfants étaient capables de lire et écrire en anglais. Alors nous croyons que même si l'enseignant n'a pas de compétences, on leur donne les outils, les moyens de pouvoir enseigner. Il y a la documentation hier et tout est en français. La langue utilisée pour l'enseignement, c'est le français. Mais les sons sont en anglais. L'introduction de la langue anglaise dans les écoles élémentaires est une initiative présidentielle qui vise à renforcer le système éducatif guinéen. Ce programme d'expérimentation commence par une sensibilisation des différents acteurs du système. Les autorités locales de Mamou, impressionnées par cette méthode d'apprentissage, invitent les parents d'élèves à s'impliquer davantage pour la réussite de ce projet. L'introduction de l'anglais, c'est l'une des preuves marquantes qui prouve que la Guinée va être comme les autres pays africains ou même dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, l'anglais est incontournable. Si on veut évoluer dans ce monde du XXIe siècle, on est obligé d'apprendre l'anglais. Pour la rentrée scolaire 2019-2020, seulement 18 cadres dans chaque région administrative, dont 6 enseignants, 6 inspecteurs et 6 directeurs d'école bénéficient de ce renforcement de capacité pour la phase pilote. La réussite de cette méthode de formation, souvent appliquée dans les pays francophones, permet d'élargir progressivement le programme dans tout le pays. Un détour à Pilimini, dans la préfecture de Koubia. Là-bas, les chantiers de l'Agence nationale de financement des collectivités avancent à la satisfaction des autorités. Grâce à cet instrument de la décentralisation et du développement, 2 infrastructures sont en construction. Il s'agit d'un stade et d'un pont à Tchéwiré. C'est dans un district de la localité. Voyons ensemble l'évolution des travaux dans ce reportage de Tcherno Ousmane Diallo. Dans la préfecture de Koubia,
Ce chantier en Afrique sur le Koundouo, la Pilimini, fait office de modèle lorsqu'on parle de l'engagement des entrepreneurs locaux à soutenir le programme dans la réalisation des infrastructures. Avec une avance de démarrage de 30%, le chantier est à 85% d'exécution selon les techniciens en charge du suivi. Un chantier qui fait la fierté de tous les acteurs. Nous avons constaté pour un début avec la saison de pluie, nous avons commencé les travaux. Et si on ne parvenait pas à continuer et qu'on s'arrête jusqu'à ce que les 30% nous amènent, on sera obligé à subir d'autres pertes, d'autres conséquences négatives. Et par conséquent, nous avons jugé nécessaire de faire face à des emprunts de l'autre côté et à des fonds propres pour continuer les travaux jusqu'à ce qu'on sorte de l'eau. Après la mise à disposition de ce pont de 15 mètres linéaires, les difficultés liées à la traversée de ce cours d'eau ne seront plus qu'un lointain souvenir pour les habitants des villages comme Thiewire, Barkere, Madina Kimbi et Lekinsi. Au total, 12 villages sont directement concernés. Jusque-là, leur population ne comptait que sur ce pont de fortune. Et nous remercions très sincèrement le gouvernement de professeur Alpha Condé pour avoir initié ces activités, parce que c'est grâce aux 15% de taxes minières. Si on n'avait que la taxe superficielle ici à travers des recherches qui se font dans un district ici, on n'avait jamais bénéficié de ce montant-là. Maintenant que le gouvernement a trouvé nécessaire et utile de repartir toutes les ressources minières à travers le pays, vous avez vu, nous, on ne pouvait jamais imaginer qu'on pouvait faire ce pont-là. C'est une première, il faut le reconnaître. Et partout où on est passé pour procéder à la pose des premières pierres, c'est des bénédictions. Parce que par endroit, l'historique de ce pont, l'historique de ce cours d'eau, beaucoup d'âmes, nous les avons perdus à travers ce franchissement-là, par le manque de ce franchissement, de ce cours d'eau. L'autre chantier en Afrique financé cette année à Pilimini, c'est l'aménagement et la clôture du stade sous-préfectoral. Un ouf de soulagement pour la jeunesse qui voit l'un de ses vieux projets en phase de réalisation. Demain, mardi, le ministère des Travaux publics procédera au lancement des travaux de reconstruction de la 2x2 voie Moussoudougo-Pont 8 novembre à Bellevue. Cela dans le cadre du projet d'aménagement de bitumage des voiries de Conakry. Ces travaux entraîneront des perturbations du trafic sur l'ensemble du réseau traversé par le projet. Moustapha Naïté rassure cependant que des dispositions sont prises avec les services de sécurité pour la régulation de la circulation et l'orientation des automobilistes vers la corniche nord et d'autres déviations aménagées à cet effet. Il est demandé à tous les usagers et riverains de respecter les consignes de sécurité inscrites sur les différents panneaux de chantier placés sur tous les carrefours. À la page santé, la Guinée, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la journée mondiale de la lutte contre la rage à Farana. En plus de la sensibilisation en faveur de la prévention contre la maladie, une campagne de vaccination des chiens errants a été déclenchée par le ministère de l'élevage en partenariat avec la FAO et l'USAID. Moussa Bangoura, Fodé Camara, Silati Koroma, reportage. Elle est à sa 13e édition, la journée mondiale contre la rage. La rage, une maladie qui infecte les chiens et chats errants, dont les morsures sont mortelles chez l'homme. L'événement est célébré cette année à Farana, dans le Sankara, sous le thème « Rage, vacciner pour éliminer ». Pour réussir cette riposte contre la rage, plus de 10 000 doses de vaccins sont mises à la disposition du département de l'élevage. Un don de la FAO sur financement de l'USAID en vue de lutter contre la maladie dans le pays. Nous avons mis en place pour le pays un plan stratégique national pour le contrôle de la rage humaine transmise par les chiens d'ici à l'horizon 2030. Il faut que chaque propriétaire de chien sache qu'il a une responsabilité. Sa responsabilité, c'est de pouvoir élever son chien, lui donner à manger, donner le vaccin qu'il faut pour qu'il ne soit pas malade et de pouvoir réagir lorsque le chien mord quelqu'un. Donc de pouvoir amener le chien chez les services vétérinaires qui doivent procéder
la mise en observation et collaborer avec les services du ministère de la Santé qui doivent s'occuper de la personne mordue. Des projections vidéo suivies de quelques informations complémentaires ont été données aux citoyens pour les aider à mieux connaître les dangers de la maladie. Le choix de Farana pour lancer la vaccination est une aubaine pour nous et nous sommes sûrs que toute la population de Farana, les gens vont présenter les chiens pour qu'ils soient vaccinés contre cette douloureuse maladie contagieuse qu'est la rage. J'appelle la population à non seulement amener leurs chiens pour venir pour les vacciner, mais aussi à écouter les messages qui leur seront transmis afin qu'elles puissent mieux comprendre le danger auquel elles s'exposent quand elles ne soumettent pas leurs chiens à la vaccination. L'autre facette de cette journée mondiale est la sensibilisation radiophonique organisée dans la Sierre de Tiro afin d'exhorter les populations à adhérer à cette campagne de vaccination gratuite pour qu'aucun chien de la région ne transmette cette zoonose à la communauté. Ce soir, nous vous amenons à la découverte de la police communautaire ou la police de proximité, proche de la population et en perpétuel mouvement. Cette police a effectué une sortie avec une équipe de notre rédaction. La patrouille s'est déroulée dans un quartier de la commune de Matam. Alpha Isiagaba était de la partie. C'est parti pour une journée de patrouille pédestre pilotée par adjudant Leno Augustin et Fasciné Mara. Tous deux agents de police de proximité. Ici, ils reçoivent les consignes du capitaine Moussa Kamara, coordinateur de la police de proximité de Matam. Ce matin, vous allez partir à Bonfi pour la patrouille habituelle, afin de vous enquérir des réalités sécuritaires de Bonfi. C'est dans tous les quartiers de Matam, mais exceptionnellement ce matin, vous vous rendrez à Bonfi comme d'habitude, comme le calendrier souvent. 8 heures du matin, c'est le départ dans le quartier de Bonfi. Contrairement aux autres services de sécurité, la patrouille de la police de proximité se fait la journée. Ces deux agents bougent avec une seule mission. Il ne s'agit pas d'arrêter des malfrats, mais identifier les nids des bandits dans les quartiers ciblés. Première étape, chez le chef de quartier, logé dans ce pavillon. L'entretien ne dure que quelques minutes. Ils vont recevoir toutes les informations dont ils ont besoin. Avec leurs contacts là, les citoyens ne manqueront pas de les démanteler les coins les nids des bandits se trouvant dans notre localité. Mais si vous voyez Bonfi pris globalement, il y a 3 quartiers ici. Il y a Bonfi routière, il y a Bonfi tout court où se trouve le port de pêche. Souvent là-bas, c'est le nid des bandits. Devant les boutiques et les habitations comme celle-ci par exemple, le vol et les attaques à main armée sont fréquents. Avec ces patrouilles, les habitants se sentent soulagés et promettent de relayer toute information relative à l'insécurité urbaine. Souvent quand on est victime de brigandage, on peut, au lieu d'aller jusqu'à la police, aller chercher, aller jusqu'à la commune ou au commissariat, si la police de proximité est là, c'est la meilleure des choses, j'espère. Donc ils passent, on leur donne nos informations, comme ça la nuit, même si vous pouvez avoir des patrouilles, ça peut nous aider parce que là, des fois on a les voitures garées dehors la nuit, on est victime de quelques vols, par exemple les rétroviseurs, on vient, on les enlève, on part avec les batteries, voire même des fois, les radios même seront victimes de ces brigandages. Chaque matin, chaque équipe doit passer pour d'abord s'enquérir des problèmes au niveau du quartier avant d'intégrer dans les familles pour voir chaque citoyen quelle est sa position, ou bien comment ils sont passés la nuit. Et déjà devant vous, il y a un citoyen qui vient librement dénoncer qu'ils sont des fois victimes des vols des rétroviseurs, des batteries de leur voiture. Donc c'est pour vous dire que la police de proximité est toujours sur le terrain, malgré l'insuffisance du personnel. À midi, notre équipe de reportage et la patrouille de police comptabilisent une dizaine de ménages sillonnés. Alors, il y a quelqu'un? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Oui. C'est la police de proximité.
Avec la collaboration des populations, certaines zones criminogènes et des nids de bandits sont identifiées. C'est le cas de Bonfiport. Ici, c'est la consommation du chanvre indien qui est récurrente. Les responsables du port sont unanimes. Ils promettent de collaborer avec la police pour rétablir l'ordre dans le secteur. Nous, à Bonfi ici, on connaissait tous les jeunes qui travaillent au port ici. S'il y a un problème, toujours nous allons informer la police de proximité. Parce que ici, quand il y a un problème, il y a d'abord poste de police ici. Nous allons le faire alerter directement. Il y a la gendarmerie aussi et la marine. 16 heures, la patrouille est pratiquement terminée. Les informations reçues auprès des citoyens seront toutes remontées aux services généraux pour des dispositions à prendre. Les lieux de bandits, le chef de quartier nous a désigné Bonfim Port, Bonfim Flière Bois et Bonfim Bafon. Après notre patrouille pédestre, nous retournons maintenant vers le commissariat à faire les rapports conformément aux renseignements reçus sur le terrain pour aller monter l'information au niveau de l'hiérarchie. Dans ces commissariats centrales de Matam, ils sont 23 agents de police de proximité. Pour leur faciliter la tâche, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est installé. Un programme qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité. La police de proximité n'est pas une nouvelle police, mais une méthodologie qui vise à rapprocher la police à la population pour mieux combattre le grand banditisme sous toutes ses formes. Déjà, le concept existe et est opérationnel ici à Conakry et dans certaines capitales régionales. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et passez de bons moments en compagnie des programmes de la chaîne qui a pour mission de vous servir.